Je commence donc par vous remercier, vous, d'avoir fait le déplacement. Deuxième remerciement, c'est un grand merci à Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui met à disposition ce joli amphi pour cet événement. Donc merci beaucoup à cette université. Alors quelques mots pour vous présenter le collège. Une société savante, c'est généralement un regroupement de chercheurs, titulaires ou non titulaires, parfois d'industriels, parfois d'amateurs également, qui a pour but de soutenir un domaine de recherche par l'organisation de congrès. Pratiquement toutes les sociétés savantes ont un congrès annuel, par des aides à des jeunes chercheurs, par exemple, leur permettre d'aller dans des conférences, leur permettre éventuellement de faire des missions ou des choses comme ça. Rarement, des financements pour des projets de recherche. Ça, c'est plutôt quelque chose qui est institutionnel ou avec des crédits privés en fonction des domaines. Et donc ça, c'est des actions qui sont tournées vers une communauté scientifique. Mais à côté de ça, les sociétés savantes ont également des actions qui sont tournées vers d'autres catégories et vers la société au sens plus large. Il y a des interfaces avec le monde industriel. Alors ça, on va le retrouver principalement dans les sciences, je dirais, de la nature, au sens large, et les sciences de l'ingénieur. Il y a des interactions avec le monde médical. Ça va être plus les sociétés dans le domaine de la santé. Et puis, il y a également des actions de médiation scientifique dirigées vers un grand public. Alors, vous en connaissez certaines d'entre elles, probablement. Le train du climat, par exemple, qui a été organisé ou co-organisé par Météo et Climat. La semaine du cerveau, qui est organisée par la Société des neurosciences, ou les rendez-vous de l'histoire. Et puis, il y a également, plus rarement, mais parfois, des prises de position sur des sujets de société. Vous avez peut-être suivi toute la polémique sur la place des mathématiques dans l'enseignement secondaire. Il y a eu des prises de position des sociétés de mathématiques, mais aussi d'autres sociétés qui se sont fédérées autour d'une mathématicienne pour prendre la parole sur la place des maths dans la société plus générale. Malgré toutes ces actions, globalement, chaque société savante touche un domaine. Et la plupart des problèmes auxquels la société est confrontée actuellement, et beaucoup de recherches de plus en plus, font intervenir de nombreux domaines, de nombreux champs disciplinaires. La reconstruction de Notre-Dame convoque énormément de disciplines scientifiques. Et ces disciplines n'ont pas forcément l'habitude de dialoguer entre elles. Et en fait, il y a très peu de lieux en France où on va avoir une interface entre des disciplines qui vont de l'histoire aux sciences de l'ingénieur. Même les grandes universités qui touchent toutes les disciplines, finalement, sont pluridisciplinaires plus que interdisciplinaires, c'est-à-dire que les disciplines vont être juxtaposées et vont interagir dans le cadre d'actions d'organisation des enseignements beaucoup plus que réellement pour stimuler l'interdisciplinarité. La même chose se passe au CNRS. Le CNRS a 10 instituts thématiques et finalement, ces instituts dialoguent peu entre eux. Les académies aussi sont fragmentées, outre le fait qu'elles sont régies par décret et donc pas totalement indépendantes. Voilà, donc le Collège des sociétés savantes a pour but de fournir un de ces lieux, un lieu où tout le monde va se retrouver, quelle que soit leur discipline. Les premières réunions qui ont conduit à la formation du collège ont eu lieu en 2018, et puis le collège a été officiellement formé en février 2021, avec deux buts principaux. Un, c'est renforcer la voix du monde académique dans la société en général. Et le deuxième but principal, c'est de promouvoir cette interdisciplinarité entre champs de connaissances très éloignés, ce qu'on peut appeler de l'interdisciplinarité radicale. Actuellement, il y a 71 sociétés savantes dans le collège qui couvrent à peu près tous les domaines des disciplines littéraires jusqu'aux sciences de l'ingénieur. Si vous faites partie d'une société savante qui n'est pas au sein du collège, vous pouvez tout à fait proposer à votre société de rejoindre le collège. Une particularité du collège est qu'il n'y a pas que des sociétés savantes, malgré le nom. Il y a également des associations qui poursuivent des buts similaires au monde académique et qui sont ce qu'on appelle des membres associés. Alors actuellement, il y en a 8. François Dereau, qui est là, représentera un des membres associés dans la première table ronde. C'est les Petits Débrouillards. Donc il y a des associations de médiation scientifique. Mais il y a également des associations de professeurs du secondaire, des associations comme Femmes et Sciences, Femmes et Mathématiques. Et puis, on est en train d'essayer d'étendre
vers des associations de journalistes, vers également peut-être des associations de hauts fonctionnaires. Le but, c'est d'avoir à la fois le monde académique et des associations qui sont des potentiels courroies de transmission de la voix du monde académique dans la société. Et puis, depuis quelques jours, on commence à avoir des antennes locales. Donc l'idée, c'est d'avoir un maillage territorial qui va permettre d'interagir avec les collectivités territoriales, avec les scientifiques localement, faire des passerelles entre les antennes des différentes sociétés savantes en région également. La première antenne est à Montpellier et elle a été inaugurée dans le cadre de tables rondes un petit peu similaires à celles d'aujourd'hui au sein du Printemps des comédiens. Pour le moment, on a un nombre d'actions relativement limité, hein, on est tout jeune. Une des actions, c'est ce qu'on appelle Femmes en tête. L'idée, c'est de promouvoir l'image de scientifiques femmes atteignables, c'est-à-dire promouvoir l'idée que l'on peut être femme scientifique sans nécessairement avoir la médaille d'or du CNRS ou un prix Nobel, que c'est une carrière normale de devenir scientifique pour une femme. Donc donner des rôles modèles atteignables pour les jeunes femmes. Une deuxième action, c'est le printemps de l'interdisciplinarité. Donc là, l'idée, c'est de réunir des scientifiques qui conduisent des projets qui vont convoquer des sciences humaines et sociales ou des lettres et des sciences de la nature. Donc cette année, le thème sera la ville. À côté de ça, il y a donc l'organisation de tables rondes qui ont pour but de créer du lien et puis de réfléchir à un certain nombre de thèmes importants, soit à destination des scientifiques ou du public. Donc aujourd'hui, c'est plutôt à destination des scientifiques. Enfin, on a des textes également, à la fois des prises de position et puis des notes techniques qui sont, donc il y a le collège a des commissions, une commission doctorat, une commission enseignement scolaire, et donc qui ont publié des notes, alors une sur la formation des enseignantes du primaire et du secondaire, une autre sur le rôle du doctorat et la place des docteurs dans l'enseignement secondaire également, dans l'éducation nationale. Enfin, dernière chose, on aime avoir des retours de la base. Et notre but, c'est aussi un petit peu de montrer quelles sont les positions des scientifiques en général. Donc on avait conduit toute une série de sondages au moment de la loi de programmation de la recherche. Et là, on va recommencer 3 ans après, essayer de faire un état des lieux de la recherche, mais vu par les acteurs de la recherche. Alors ça, c'était une présentation du collège. Après, je vais parler un peu de culture scientifique, mais pas que. Alors, je ne sais pas, certains d'entre vous connaissent peut-être un livre publié en 1959 par Charles Percy Snow, un physicien anglais qui était également un écrivain. Et donc, il était confronté aux deux cultures. La culture rationnelle de la physique et puis ce qui est plus du domaine de la création. Traditionnellement, hein, je ne reprends pas forcément cette vue, de par ses activités d'écrivain. Et quand il était dans des soirées, il lui arrivait de poser la question qui a déjà lu une œuvre de Shakespeare? Et pratiquement tout le monde levait la main. Donc cette culture littéraire était très bien installée dans une certaine élite instruite. Et puis s'il demandait quel est le deuxième principe de la thermodynamique, alors là il y avait beaucoup moins de mains qui se levaient. Et puis il y avait une certaine interrogation dans les regards également. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait savoir ce truc, quoi? Ce n'est pas de la culture. Ou plus exactement, ça ne rentre pas dans la culture classique. Et donc, ce que disait Charles Percy Snow, c'est qu'il y avait ce clivage entre deux cultures, une culture scientifique et puis une culture littéraire, artistique. Et que ce clivage, alors qui est très actuel, hein, avait des conséquences très importantes. Alors, c'est encore plus vrai actuellement, puisque il y a toujours une forme d'ignorance réciproque, un petit peu, entre ces deux mondes, voire de défiance. Pire que ça, il y a un autre clivage. Et ce clivage, c'est au sein des sciences, entre les sciences dures, les sciences de la nature, et puis les sciences humaines et sociales et les sciences littéraires. Donc, plus que d'avoir deux cultures, pratiquement, on a trois cultures. Il y a des conséquences importantes actuellement.
notamment parce que pratiquement tous les problèmes auxquels nos sociétés sont confrontées demandent à ce que tout le monde tire dans la même direction. Donc il nous faut à la fois sortir d'une vision scientiste, comme quoi il suffit d'attendre que les sciences dures donnent de l'innovation qui nous permette de continuer notre vie comme avant. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une illusion romantique que les sciences finalement vont apporter plus de mal que de bien et qu'il faut donc tourner le dos à ça. Donc quelque part, il nous faut trouver une voie médiane. Et cette voie médiane, elle implique que les cultures scientifiques soient plus unifiées et tirent dans la même direction. Un certain nombre de choses sont différentes, les objets sont différents, les méthodes sont différentes, mais on peut quand même trouver un socle de démarches qui vont être communes à toutes ces sciences. La première, c'est que les sciences marchent en formulant des hypothèses sur la base de faits mesurables, observables, alors soit collectés par l'expérimentation, soit issus du travail d'archives. Le deuxième, c'est dans tous les cas, on s'astreint à avoir un test rationnel des hypothèses formulées ou une cohérence des énoncés, plus dans le cas des mathématiques. La troisième chose, c'est un désintéressement. Le désintéressement des scientifiques, c'est-à-dire mettre ses propres opinions, ses valeurs, ses intérêts en sourdine dans le cadre de son travail scientifique. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, mais ça veut dire qu'on va les mettre en sourdine. Enfin, c'est partager les travaux en les soumettant à la critique de pairs qui appliquent les mêmes démarches. Voilà, donc ce que l'on peut appeler culture scientifique, ça recouvre à la fois ce socle et puis ensuite des démarches qui vont être spécifiques à certains domaines. Le but des tables rondes, c'est d'interroger les liens entre les sciences et la société. Beaucoup de scientifiques, je dirais, font de la recherche dans le pur plaisir de la découverte, c'est-à-dire contribuer à la grande encyclopédie du monde, construire un répertoire de connaissances. Cette soif de connaître peut être mue également par un désir de résoudre des problèmes concrets. Alors, dans certains cas, d'ailleurs, résoudre ces problèmes concrets va conduire à des découvertes scientifiques fondamentales. L'astrophysique est née du désir au laboratoire Bell de comprendre pourquoi une antenne marchait mal. Ces connaissances acquises, elles peuvent être utilisées par d'autres dans un but différent. Et si on pense à la physique, il y a une catégorie d'intermédiaires, c'est les ingénieurs. Les ingénieurs sont là pour prendre des connaissances issues du monde académique et puis les appliquer à la société. Et on pourra discuter dans la journée quels sont les intermédiaires pour d'autres interactions. Il sera peu question d'innovation technologique. Le but, c'est vraiment d'interroger deux autres formes de communication avec la société. Ce matin, ça sera les cultures scientifiques en tant qu'outil de décryptage du monde. Donc la cible ici, c'est un public large, alors le grand public ou le public scolaire. Un public qui va prendre une part collective aux décisions de société par le biais de ses votes, de ses achats, de son implication dans le monde associatif. Qu'il sera question dans cette table ronde des moyens de transmettre les cultures scientifiques, des buts poursuivis, prenant en compte la méfiance, voire la défiance d'une partie de la population vis-à-vis des sciences. Et puis cet après-midi, on parlera des cultures scientifiques comme aide à la décision publique. Donc là, la cible va être différente, puisque c'est un public beaucoup plus restreint, c'est les décideurs publics, ceux qui individuellement vont prendre des décisions ou chercher à mettre en application ces décisions. On va poser des questions comme comment interagissent les scientifiques et les décideurs, quels sont les rôles de chacun dans le processus de décision ou d'action publique, quelles sont les courroies de transmission et faut-il en créer de nouvelles? Est-ce qu'il y a un modèle économique quelque part pour l'implication des scientifiques dans la prise de décision? Et puis aussi, probablement, on parlera des problèmes de temporalité entre une recherche qui a une temporalité longue et puis une décision publique qui peut être préparée sur le long terme, mais la décision est, elle, sur une échelle de temps beaucoup plus courte. Alors, chacune des tables rondes va se dérouler un peu de la même manière. D'abord, un tour de table qui va permettre aux intervenants de se présenter et d'indiquer le point de vue d'où ils parlent. Puis, il va y avoir une courte présentation de chaque intervenant d'une contribution au thème, une discussion entre intervenants qui a été préparée par les modérateurs. Donc, ce matin, ce sera Anne Guillaume, et puis cet après-midi, ce sera moi.
Et puis enfin, vous êtes là et vous avez probablement des questions également, et donc on vous donnera la parole de telle manière à intervenir. Merci.